Bienvenue dans cette bulle French Fab. Nous accueillons maintenant Agnès Jullian, qui est la PDGR de Technilum, pour parler de la haute couture de l'éclairage. Nous allons voir ensemble comment se rejoignent design, smart city, efficacité énergétique, performance industrielle et fabrication 100% française. À vous. Bonjour à tous et à toutes. Merci Charlotte de cette introduction. Je suis effectivement là, non pas pour vous parler de l'entreprise, mais davantage de ce qui peut m'animer et de ce qui fait aujourd'hui l'intérêt de la French Fab et de l'envie d'entreprendre. Je vais peut-être commencer déjà par la phrase que j'ai entendue la semaine dernière de Nicolas Dufour, qui tombe à point nommé, qui a dit « La lumière est plus allumée que jamais ». Donc en même temps, il faut nous en convaincre parce qu'on a un peu de mal par les temps qui courent, mais j'ai trouvé que c'était plus que de circonstances pour une entreprise qui conçoit et fabrique du mobilier urbain d'éclairage. Et donc j'ai vocation à vous parler des lampadaires que vous n'aviez jusqu'à présent jamais regardés pour la plupart d'entre vous, puisque malgré tout ils sont partout dans l'espace public, et à vous montrer que ces lampadaires, finalement, ils n'ont pas uniquement la vocation d'éclairer, mais je pense que si vous ne les avez jamais regardés jusqu'à présent, j'espère que vous les regarderez davantage dans les jours à venir. Donc on se définit comme étant une entreprise qui conçoit et fabrique du mobilier urbain d'éclairage à haut niveau de service. Cette notion de haut niveau de service, elle est arrivée il y a quelques années. Elle a changé notre raison sociale et tout au moins l'objet de l'entreprise. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, les lampadaires ont d'autres vocations que le simple fait d'éclairer. On parle de lampadaires intelligents, de smart city. On y reviendra, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va faire partie de plus en plus de notre environnement et sur lequel on travaille beaucoup. On est évidemment une entreprise 100% française et qui fabrique 100% en France. Alors, bien entendu, les chips de LED, par exemple, ne sont pas françaises, puisque malheureusement, il n'y a pas de production de chips ni en France ni en Europe. Et elles sont essentiellement asiatiques et parfois américaines, mais essentiellement asiatiques. Mais tout le reste de nos composants et de nos sources, de nos approvisionnements sont essentiellement français. L'entreprise, elle a déjà bientôt 50 ans. Je vais peut-être vous faire un petit parcours historique sur comment elle est née et ce qu'elle est devenue. Donc elle est née en 1971 et on voit sur l'écran que vous avez quelques projets qui ont un peu marqué l'histoire de cette entreprise. Donc dès l'origine, on a beaucoup travaillé avec des maîtrises d'œuvre et des maîtrises d'ouvrage et on n'a pas fait ce que j'appelle des lampadaires au kilomètre. C'est-à-dire qu'on a fait des projets qui étaient toujours en symbiose avec une ville, avec un architecte. Et la première référence qui reste emblématique, et d'autant plus aujourd'hui, c'est cette référence de la Grande Motte, qui est devenue aujourd'hui une ville classée au patrimoine de l'architecture du XXe. Et à l'époque, c'est déjà Jean Balladur qui avait dessiné ces lampadaires. Et ces lampadaires sont toujours installés à la Grande Motte, devant l'hôtel de ville. Donc ils y sont depuis les années 70. Et aujourd'hui, on pense à les réhabiliter, mais en tout cas, ils vont rester dans leur première fonction. On a fait à l'époque des boules, puisque les boules étaient ce qui éclairait le plus. Donc là, c'était des diamants sur le vieux port de Marseille. Et puis on avait fait également, et on y reviendra, les premiers lampadaires qui étaient très dessinés à l'époque, et qui étaient ceux du Palais des Festivals de Cannes, avec pour le coup un designer de renom. Ensuite, on a équipé la promenade des Anglais à Nice. Donc c'est une très belle référence, évidemment, puisque c'est le collier de perles. Et c'est un projet qu'on a fait déjà il y a plus de 30 ans. Donc preuve que les lampadaires ont une longue durée de vie. Et puis plus récemment, même si ça fait déjà plus de 20 ans, puisque 80, même 30 ans quasiment, 92, on a fait les lampadaires qui, entre autres, font l'entrée de Montpellier. Et c'est quelque chose sur lequel je reviendrai, puisque c'est ce qui nous a distingués aussi. Quand je dis qu'on ne faisait plus du lampadaire au kilomètre, on a commencé à créer des brevets et avoir des dispositifs qui étaient très distinctifs par rapport à nos concurrents. Donc c'est un peu ce qui fait aujourd'hui l'ADN de Technilum, c'est qu'on a toujours créé, innové, designé. Bon, évidemment, on a été un petit peu le petit poussé du multinational, puisqu'on a été souvent suivi, voire copié, pour dire les choses plus habilement. Mais en tout cas, on a ouvert la voie un peu à d'autres fabricants, et on était malgré tout, et on est toujours certainement les plus petits, avec des références qui restent nationales et internationales. On a créé par exemple les premiers mâts aiguilles qui étaient ceux qui ont été installés sur Lyon. Aujourd'hui, les mâts aiguilles, c'est devenu... Alors évidemment, vous n'aviez jamais regardé lampadaire, vous ne savez pas ce qu'est un mât aiguille. Mais en tout cas, tous les fabricants ont aujourd'hui des mâts aiguilles. Donc nous, on a été les premiers à faire ces mâts aiguilles qui depuis ont été copiés.
Et puis ensuite, on a fait des tramways, donc notamment les 4 lignes de tramway de Montpellier, avec des marchés colossaux à l'époque. Et on en a fait d'autres aussi, y compris en région parisienne, comme le Transval de Marne. Donc on est capable de travailler sur des petites séries, mais aussi sur des projets qui avaient à l'époque plus de milliers de lampadaires, et qui étaient donc avec un niveau de performance et de rapport qualité-prix assez élevé. Tous ces projets ont toujours été dessinés avec des architectes, c'est-à-dire que même ce modèle-là, il avait été conçu spécifiquement pour le tramway de Montpellier, avec une agence qui était en l'occurrence Garcia Diaz, et ça répondait aussi à une esthétique qui était nouvelle, donc en 99 déjà, et qui était aussi très novatrice par rapport à ce qui se faisait avant, y compris dans la technique de construction. On s'est toujours attaché à avoir et de la technique et du design qui se rejoignaient pour faire un produit différent. On voit ensuite un projet qu'on a fait il y a quelques temps en Île-de-France, qui sont des modèles qui sont devenus un peu emblématiques pour nous, des treilles et des creilles, qui sont en fait des modèles avec des découpes personnalisables. On a également travaillé, puisqu'on est French Fab, mais on est aussi depuis l'origine très French Touch, y compris dans la noblesse des matériaux. Et on a travaillé sur des luminaires qui sont réalisés en céramique. Donc la céramique est française. Et cette céramique vient aujourd'hui chapeauter les luminaires qui font d'un produit, on dira, assez courant, quelque chose qui devient encore plus noble. Notre dernier projet, c'est un projet original qui est un parc numérique à Tremblay en France. Donc en fait, c'est des lampadaires qui ont vocation à faire des dessins, à être interactifs avec une programmation. Et on a tout un dispositif qui s'appelle Little Worlds, qui vient animer donc ces lampadaires et qui vient les faire évoluer au gré des gens qui pratiquent le parc. Initialement, ça devait être interactif. Au final, ça ne l'est pas, parce qu'il y a eu peut-être une réticence du maire à ce que les gens puissent écrire ce qu'ils voulaient. Mais en tout cas, c'était la première vocation. Et on voit que donc, le lampadaire fait beaucoup de choses et pas uniquement éclairé. Pourquoi est-ce qu'on s'est démarqué au fil des années? Alors, je vais faire un petit peu d'histoire, mais moi, j'ai repris l'entreprise assez jeune, j'avais 24 ans, dans des circonstances assez rapides. Et à l'époque, on était, comme la plupart des industries, dans ce que j'appelais une boîte à chaussures. Et donc déjà, la première difficulté, c'était de faire le choix de venir habiter à Béziers, ce qui n'était pas spécialement mon parcours quand j'avais 24 ans. J'imaginais un peu aller ailleurs. Et puis après, d'être dans une boîte où je passais finalement pas mal de temps, et mes jours et mes nuits et mes week-ends. Et donc, c'était assez frustrant d'être dans un lieu qui était finalement pas tellement à mon image. Et donc, très rapidement, alors que j'ai repris quand même une société qui était en grande difficulté, je me suis dit que pour qu'elle nous corresponde mieux, et qu'elle me corresponde mieux aussi, et qu'on soit davantage en interaction avec ces maîtrises d'œuvre, il fallait qu'on ait un bâtiment qui soit un peu à notre image. Et donc, on est dans une région qui a un passé viticole très, très fort et très riche. Et on a ce qu'on appelle des châteaux pinardiers qui ont souvent été désaffectés. Et j'avais dans l'idée de trouver un chai viticole. Donc c'était bien sûr tout sauf une décision rationnelle d'aller dans un chai viticole pour une industrie. Donc à l'époque, étant très jeune, tous les collègues de l'UIMM et de la métallurgie me disaient que c'était complètement aberrant, que j'avais les yeux plus gros que le ventre, que ce n'était pas une bonne décision, etc. Et en fait, ce lieu, c'est celui qu'on voit là, qui est donc Les Igneaux, qu'on a réhabilité, qui était abandonné depuis 1956. Il y poussait déjà des arbres et la nature avait repris ses droits un peu sur ce qu'était la cave avant. Donc on a détruit des cuves. On est passé d'une zone agricole à une zone quatrennat. Enfin, on a eu pas mal de difficultés, y compris administratives, mais on est arrivé à nos fins. Et ce bâtiment qui faisait pile 100 mètres de long et 24 mètres de large, en ayant les yeux plus gros que le ventre, au bout d'un moment, il s'est révélé très rapidement assez petit, une fois qu'on a eu gagné des marchés. Et c'est aussi devenu un lieu qui a pris un peu sa place, puisque dès 2006, on a aussi créé au sein de cet espace un centre d'art qui est dédié aujourd'hui à faire des rencontres annuelles qui s'appellent les Heureuses Coïncidences, et dans lesquelles on parle de design, de paysage, d'urbanisme, d'architecture, et avec des gens dont on n'est pas obligatoirement en relation d'affaires, qui effectivement pourront le devenir demain. Mais en tout cas, c'est plutôt vraiment une vocation à porter ces sujets haut et fort. Et donc ce lieu, Les Igneaux, il est presque autant connu que Technilum. C'est pas rare qu'on ait des commerciaux qui nous disent on a rencontré tel maître d'œuvre, et en fait ils connaissaient les Igneaux, mais ils connaissaient pas Technilum. Donc parfois on a des clients qui sont venus chez nous sans même savoir qu'on faisait des lampadaires. Mais en tout cas, le système global est assez vertueux et on s'emploie à ce qu'il le soit. Et quelques années plus tard, donc on était coincés entre nos murs et il a fallu qu'on fasse une extension. Alors on aurait pu continuer à étendre le bâtiment, la raison ayant repris ses droits, en faisant quelque chose d'assez simple.
Mais au contraire, on a voulu un bâtiment qui soit toujours dans une singularité architecturale. Et on a fait le choix là aussi d'architectes locaux. Alors les premiers, c'était des architectes, y compris amis et restés amis, qui étaient des Biterrois et qui ont un peu, avec ce projet, démarré leur agence. Et puis ensuite, on a travaillé avec d'autres architectes, toujours régionaux, et qui nous ont fait un bâtiment enterré. Donc ce bâtiment, il nous a valu aussi d'avoir un prix d'architecture assez connu, qui est le prix Miss Vendéro. Alors on n'a pas eu le prix, mais en tout cas, on a été sélectionné à un niveau européen. Et je précise tout ça parce que je crois que c'est important dans l'ADN de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas fait ces choix-là. Je pense qu'on n'aurait pas eu cette singularité, qu'on ne serait pas perçu de la même manière non plus par nos clients. Et c'est un bâtiment dont tout le monde imagine qu'il est enterré uniquement pour des raisons architecturales, mais ce n'est pas le cas. C'est aussi une raison de process, puisqu'on fabrique des lampadaires, donc potentiellement et souvent des mâts qui peuvent être assez longs, jusqu'à 12 ou voire 18 mètres. Et évidemment, il faut les passer du bâtiment ancien au bâtiment nouveau. Et donc, on avait, pour des raisons de process, besoin que tout soit au même niveau. Mais le bâtiment, ce n'est pas tout. Pour qu'on existe dans ce marché qui est quand même très concurrentiel et sur lequel agissent essentiellement des multinationales, donc il y a évidemment des noms qui parlent comme Philips, devenu Signify depuis, mais il y en a tout un tas d'autres. Et toutes ces sociétés sont pour la plupart soit gérées par des fonds de pension, soit par des multinationales, mais en tout cas, c'est des gros mastodontes. Mais il a fallu qu'on se distingue et qu'on soit toujours dans l'innovation. Et pour faire le choix de produire en France, quand toutes ces entités ferment pour la plupart leur site de production, avec certaines d'entre elles qui font d'ailleurs la une des journaux ces dernières semaines, malheureusement, on a continué à investir, donc dans un temps assez difficile, puisqu'on a fait ce choix d'investissement sur le bâtiment en 2017. Et depuis 2017, on a investi plus de 10 millions d'euros dans notre outil de production et dans notre outil dans nos bâtiments, ce qui est quand même pas neutre, puisque le chiffre d'affaires d'entreprise, le dernier de 2019, avant Covid, était à peine à 12. Donc on a investi à l'époque plus que notre chiffre d'affaires, ce qui était aussi un pari sur l'avenir. Bon, je crois que c'est un peu le propre du chef d'entreprise, de faire des paris et de prendre des risques, mais en tout cas, c'était un risque assez lourd. Et on continue d'investir aujourd'hui sur de la découpe jet d'eau et des choses qui nous distinguent au quotidien. Le dernier investissement en date, on l'a même réalisé pendant le Covid, en se disant qu'on préparait peut-être mieux l'avenir ainsi. Et on a pris le choix d'un nouvel investissement dans un jet d'eau grande longueur, qui est très technique, évidemment, et je ne vais peut-être pas vous asséner de données techniques, mais le principe, c'était aussi de faire ce qu'on sera les seuls à pouvoir faire. Donc, évidemment, on est encore pour l'instant sur des réglages, mais on pourra faire des choses que nos confrères ne peuvent pas faire aujourd'hui. Évidemment, peut-être qu'ils investiront dans quelques temps, mais en tout cas, c'est déjà quelque chose qui nous donne une longueur d'avance. On est évidemment également, quand on dit qu'on est ensemblier, ça veut dire qu'on fait également les luminaires. Donc, on assemble aujourd'hui tous nos luminaires sur notre site à Béziers, au travers d'un atelier LED. On est beaucoup dans la recherche. Alors on dit souvent de nous qu'on est un peu la haute couture de l'éclairage. Alors c'est évidemment vrai quand on prend les projets sur lesquels je vous montrerai quelques réalisations ensuite. Mais en même temps, on se bat un peu pour ne pas être que la haute couture de l'éclairage, puisque quand on a fait ces investissements, il fallait évidemment qu'on arrive à augmenter notre chiffre d'affaires. Et ce n'est pas qu'avec des projets singuliers qu'on peut monter d'un cran. Donc on a créé ce qu'on appelle une gamme inspiration, qui est en gros la haute couture, et une gamme prêt-à-porter, mais qui en fait s'appelle prêt-à-poser chez nous. Donc c'est justement par analogie à la haute couture et au prêt-à-porter. Donc une gamme inspiration et une gamme prêt-à-poser. Aujourd'hui, on est sur des projets d'envergure, évidemment, mais on fait aussi des choses qu'on n'avait jamais faites, c'est-à-dire qu'on va y revenir peut-être plus précisément sur la fin de cette présentation, mais on a notamment créé des mobiliers qui s'appellent, plus que des lampadaires, des mobiliers Signal, qui entre autres ornent la croisette à Cannes et toutes les entrées de plage. Et en fait, pour faire ces mobiliers, mais il a fallu même qu'on fasse des enseignes lumineuses. Alors évidemment, on n'avait jamais fait d'enseignes lumineuses, mais pour dire qu'il faut toujours pousser le défi ailleurs. Et aujourd'hui, ces lampadaires ont été installés très récemment. Ils devaient l'être avant le Festival de Cannes. Au final, ils l'ont été au mois de juillet. Donc ils sont dotés de 10 fonctions. Donc c'est vraiment exactement ce qu'on peut faire aujourd'hui en termes de Smart City. Mais au-delà de ces 10 fonctions qui sont purement éclairage, ils ont aussi des fonctions beaucoup plus traditionnelles sur lesquelles on reviendra. Je vous ai dit que vous ne regarderez plus jamais le lampadaire comme avant. Donc déjà, il faudrait que vous arriviez à repérer quelques lampadaires parisiens. C'est un projet qu'on avait fait au tout début de la piétonisation des quais à Paris. Et quand il s'agit de faire les emmarchements du quai d'Orsay,
On a réalisé ces mâts qui sont penchés. Donc, ce n'est pas une erreur. Il y a 2 mâts, ils sont penchés. Donc, la prochaine fois que vous irez vous promener sur les quais de Seine, quand vous verrez ces lampadaires, vous penserez que Technilum a pu les réaliser et qu'ils ont été fabriqués en France. Plus récemment, on a fait un projet sur la place Mireille-Havé, toujours à Paris. Alors, c'est un vrai sujet puisque tous ces projets ont été réalisés avec des concepteurs lumière. C'est aussi une profession qui est très française, les concepteurs lumière. Les lighting designers existent aussi aux États-Unis ou dans d'autres pays anglo-saxons. Mais en tout cas, en France, ils sont importants, de plus en plus dans les équipes de maîtrise d'œuvre. Et leur credo, c'est de faire toujours des nouveaux projets et des nouveaux produits. Alors, bien sûr, ça complexifie notre rôle, mais en même temps, ça nous fait avancer dans la recherche. Et ce modèle assez récent, on l'a appelé hula hoop, parce qu'il avait un peu un sens dynamique de ce que pourrait être le hula hoop. Un projet un peu plus ancien, mais qui est quand même ces dernières, je ne sais plus, c'était il y a 2 ou 3 ans, sur la Défense. Alors là, on est dans l'empilement, un peu comme l'empilement des immeubles de la Défense. Et tout ça est réalisé spécifiquement sur des projets, toujours avec ces équipes de maîtrise d'œuvre pluridisciplinaires. Et nécessite évidemment systématiquement, on ne le voit pas quand on imagine un lampadaire, mais beaucoup de conception, souvent de la recherche aussi, parfois de l'innovation sur des matériaux, de l'innovation en termes d'assemblage. Et un lampadaire standard, contrairement à ce qu'on imagine, c'est minimum 300 pièces sur un produit de ce type-là. Et donc, c'est aussi des grosses nomenclatures et c'est pas mal de temps d'études. Donc, tout ça, évidemment, on imagine qu'un lampadaire, c'est un bout de métal et quelque chose qui va au bout, mais c'est pas trop, ou c'est plus la réalité. Bon, évidemment, il reste aussi ce type de lampadaire. Bon, sur Paris, on a fait d'autres projets. Là, c'est un peu notre icône, c'est-à-dire, quand on parle de Technilum, tous les gens font ce signe. Parce qu'on a été les premiers à faire ce qu'on appelle aujourd'hui les lampadaires Mikado. Mais donc, c'est vrai qu'on a été les initiateurs un peu de ces formes assez simples. Celle-ci a été un peu diversifiée sur l'esplanade de la Défense. Ça, c'est un projet que je trouve assez intéressant, puisque c'est aussi une prouesse technique. C'est qu'il y a 100 petits projecteurs. Donc, c'est sur Euratlantique à Bordeaux. Et ces 100 projecteurs sont chacun pilotables individuellement. Donc là aussi, imaginez quand même la technique qu'il y a derrière. Donc tout ça est évidemment à LED, je ne l'ai pas précisé, mais c'est plus le luminaire up and down, on peut aussi faire de la scénographie. Et donc ça agit beaucoup sur l'urbanisme et sur la vision qu'on peut avoir des villes. Ici, un projet à Louviers. Alors ceux qui connaissent Louviers, il paraît, alors moi je ne connaissais pas Louviers avant et je ne connais toujours pas Louviers, mais j'ai l'ambition d'y aller prochainement. Mais tous ceux qui connaissaient Louviers avant disent que ça a beaucoup changé. Donc preuve aussi que l'éclairage public, un projet d'aménagement urbain, ça diversifie aussi une ville. Et je pense qu'on a beaucoup d'exemples de ce type-là. Voilà le fameux lampadaire dont je parlais, qui est donc le Mikado, qui est devenu un peu notre icône. Donc les premiers, on les avait fait pour la place Péberlan à Bordeaux. Ça date puisque c'était 2003. Alors là aussi, c'était un projet, c'est une anecdote, mais à l'époque, c'était Juppé qui était maire de Bordeaux et qui avait décidé de faire un tramway. Sauf qu'on prend cette commande pour la place de la cathédrale, qui est également la place de l'hôtel de ville. Et puis d'un seul coup, les choses s'accélèrent, il fallait inaugurer le tramway. Sauf que ce produit, il était très, très spécifique. Il y avait beaucoup de recherches. Même si nos productions sont essentiellement françaises, la section du profil était tellement grosse qu'elle ne pouvait pas être réalisée en France. Et le filage était fait en Suisse par les mêmes extrudeurs qui font, entre autres, le matériel roulant de Alstom ou de Bombardier, et qui, évidemment, pour lesquels on était un petit fournisseur. Donc il fallait vraiment leur vendre que c'était pour Bordeaux, pour Monsieur Juppé, et qu'il fallait que ce soit dans les délais. Et donc ça a été inauguré ça a été inauguré 3 heures après qu'on ait livré in extremis sur la place. Et donc ça a été une prouesse technique, puisque ce projet qui aurait dû être réalisé en 6 mois, il a été réalisé en 3 mois au moins. Et c'est aussi ça la spécificité d'être en accompagnement des villes, c'est qu'on se conforte aussi à ce qu'ils souhaitent. Et là, je reviens sur cette réalisation qui a été faite donc à Jérusalem. Donc il faut aussi penser que quand on travaille sur la France ou l'export, on travaille avec des maîtrises d'œuvre, mais aussi des maîtrises d'ouvrage. Et Jérusalem, vous imaginez que ce n'est pas l'endroit le plus facile pour arriver à convaincre une collectivité. Et c'est l'endroit où il se fait généralement pas grand-chose, voire rien. Donc ce projet, il a été initié, il devait faire l'objet de toute la requalification de la vieille ville. Il s'est arrêté malheureusement à la porte de Jaffa et à l'accès à la porte de Jaffa et à quelques rues avoisinantes. Depuis, il ne s'est rien fait. Mais en tout cas, je dis toujours, quand on nous dit c'est très contemporain ce que vous faites et que les maires nous opposent, ah, mais moi je veux des éclairages de style,
Ça, c'est quand même la plus vieille ville du monde. Et ils ont fait ce choix qui est très contemporain, certes, mais finalement intemporel parce qu'il est simple. Et c'est beaucoup mieux, souvent, que de faire un truc qui est avec 10 000 fioritures. Et finalement, dans cette époque-là, l'éclairage public avec des fioritures, il n'existait pas plus que celui qui est contemporain. Et celui-ci, il a plus de... À mon sens, mais tout est une affaire de goût, mais en tout cas, il passera certainement mieux les années et les décennies. On travaille sur tout type de projet, puisqu'on est capable de faire le stade des 49ers à San Francisco, ou projet majeur qu'on a réalisé aussi il y a quelques années maintenant, le Liberty Park qui est devant la Liberty Tower à New York. Donc on a fait ce choix d'aller aux États-Unis et au Canada d'abord il y a quelques années. On croyait que ce serait un marché très complexe. Et au final, c'est évidemment pas un marché facile, mais c'est un marché sur lequel il y a un grand respect de la prescription. Et aujourd'hui, tous nos projets, ou on va dire 90%, sont prescrits par des maîtrises d'œuvre. Et contrairement à la France ou à d'autres pays qui variantent, et bien là, ça ne variante pas. C'est-à-dire quand on est dans le dossier de consultation des entreprises, on est quasiment sûr d'aller au bout. Donc finalement, le plus gros à faire, c'est d'arriver à convaincre les prescripteurs. On a fait également ce projet qui est le projet le plus instagrammé du monde, qui est The Vessel, que vous connaissez peut-être, qui a été inauguré il y a 1 an et demi ou 2 ans maintenant, et qui est en fait donc un escalier sans fin réalisé par un architecte anglo-saxon, oui c'est ça, qui est Heatherwick. Et c'est en fait un escalier en cuivre. On a éclairé tous les abords de ce vaisseau et qui est devenu un peu un emblème qui est au bout de la High Line. On avait éclairé avant la High Line aussi. Donc avec beaucoup de fierté et pas beaucoup d'humilité, mais c'est une réalité. Je peux quand même dire qu'on a fait tous les plus beaux projets de New York ces dernières années. Alors il faut quand même savoir une chose, c'est qu'à New York et comme souvent aux États-Unis, il y a finalement très peu d'investissements publics. Et souvent ces projets sont portés par des privés. Donc malheureusement, quand vous allez à New York, vous verrez que les lampadaires, ils ont quasiment l'âge de l'éclairage public, c'est-à-dire 50 ans, voire plus, comme la voirie d'ailleurs. Donc en se positionnant sur ces projets privés, on espère un jour arriver à décrocher la Big Apple et à prendre autre chose, quoi. Mais en tout cas, on y travaille. On travaille aussi en Suisse, donc là c'est le Château Chillon, que vous connaissez peut-être, qui est un lieu très emblématique et touristique de Suisse, ou la place du Flon, ici à Lausanne. On travaille beaucoup également sur l'Europe du Nord, c'est-à-dire que nos produits qui sont... Alors, je ne l'ai peut-être pas dit jusqu'à présent, mais on a toujours été dans notre cœur de métier, qui était l'aluminium, ce qui a été aussi un signe distinctif, c'est-à-dire que tous nos confrères font essentiellement de l'acier et parfois de l'aluminium. Et effectivement, l'aluminium est un matériau plus noble, mais 100% recyclable à l'infini, qui coûte plus cher au départ, mais en tout cas, c'est un matériau qui va plus vers le développement durable, qui nous permet des meilleures qualités de finition. Et on s'est toujours attaché à ne rester que sur l'aluminium dans notre cœur de métier. Alors c'est un choix que parfois on peut nous reprocher parce qu'effectivement on serait moins cher si on faisait autre chose. Mais je crois que c'est important de rester dans ce que l'on sait faire, d'avoir des signes distinctifs, quitte à aller vers d'autres marchés demain, puisqu'on sait aussi que la diversification doit toujours rester, peut-être pas un leitmotiv, mais en tout cas garder l'œil ouvert pour aller vers d'autres marchés. Mais en tout cas on est resté dans ce credo-là. Alors, on va peut-être revenir rapidement, et je vois le prompteur qui défile, sur ce qui a fait un peu notre ADN aujourd'hui. On a commencé à concevoir, alors c'est toujours un concours de circonstances ou une anecdote, mais on a commencé à travailler à Montréal en 2008. Et en fait, ils avaient une problématique très typique à Montréal. Ils ont ce qu'ils appellent des gratteuses. Donc, les gratteuses, c'est les petites déneigeuses qu'ils ont, qui font 1 mètre sur 1, un petit mètre carré, et qui vont à fond, puisque quand il neige à Montréal, c'est pas comme chez nous. Il tombe souvent plus d'1 mètre de neige et en quelques heures, il faut qu'il déneige les trottoirs. Sauf qu'évidemment, en faisant ça très vite, tout ce qui est sur le trottoir valse, c'est-à-dire les petits potelets, Sienna, tout ça se retrouve tordu. Et donc eux, ils ont eu, par souci d'efficacité et de ne pas avoir ce genre de cas, le souhait de tout mettre sur un lampadaire. Alors on voit qu'avant, ils faisaient ça avec ce qu'on appelle des colliers de serrage dans notre métier. C'était particulièrement moche. Et aujourd'hui, ils sont arrivés à l'intégrer au travail des rails techniques qu'on leur a proposés dans tout leur mobilier et avoir tout ça sur un mât. Donc c'est quelque chose qu'on devrait pousser partout ailleurs, mais qui malheureusement parfois ne se fait pas parce que les services sont organisés en silos et que finalement le petit potelet taxi, il n'est pas très loin du lampadaire, mais il n'est pas dessus. Pareil pour la signalétique ou pour les feux de signalisation tricolore. Et puis après, on fait aussi ce qu'on appelle de la mutualisation devenue exceptionnelle. C'est ce projet dont je vous parlais à Cannes, où là, on est allé au bout du bout de tout ce qu'on pouvait faire. Et je crois que c'est aujourd'hui le projet le plus Smart City qui existe en France,
Alors on est même allé jusqu'à la boîte aux lettres, puisqu'il y a une boîte aux lettres sur les mâts. Alors ça c'est évidemment l'anecdote, mais on a fait des porte-menus. On n'avait jamais fait d'enseigne, on n'avait jamais fait des porte-menus. Mais on est arrivé à faire ces porte-menus. C'est un mât qui complète 10 fonctions. Donc il a une enseigne, de la sonorisation qui sert à la sonorisation de la croisette, mais aussi aux alertes tsunami. Donc c'est aussi une fonction intelligente. Et tout ça est en relation avec le centre de surveillance urbaine de la ville de Monaco, comme les caméras. Donc tout remonte chez eux et c'est ce qu'on appelle des systèmes interopérables. C'est-à-dire que ce n'est pas un système propriétaire. Ils ne sont pas mariés avec Technilum ad vitam aeternam. On leur offre des solutions qui sont ouvertes. Et c'est important aujourd'hui pour les collectivités de ne pas être mariées avec un fournisseur. Il y a également 34 dots qui ont comme objet de souligner la baie de la Croisette. Donc voilà par exemple une autre application de caméra. Alors ce que l'on nous dit souvent, c'est que ces caméras, quand on voit les caméras qui sont souvent posées sur l'espace public, c'est souvent des caméras d'hommes qui sont particulièrement visibles. Et la miniaturisation de ces caméras permet en fait d'élucider plus facilement les délits, parce que les gens ne se savent pas filmer. Et donc tous les centres de surveillance urbaine qui ont commencé à les utiliser nous disent que c'est fort à propos. Ici, un projet sur Wavre, juste à côté de Bruxelles, qui est un peu dans le même esprit. Donc tout ça pour dire que de la métallurgie, puisqu'on est quand même métallurgie, on est allé de plus en plus vers des solutions techniques qui nécessitent aussi des nouveaux métiers. C'est-à-dire qu'on a des mécatroniciens, on a des gens qui sont sur les IoT. Donc c'est tout un tas de métiers qui n'étaient pas nos premiers métiers, mais qui sont évidemment notre avenir. On a été également les premiers à faire les mâts LiFi, qui sont aujourd'hui toujours installés sur le plateau de Saclay à Palaiseau. Donc le LiFi, c'est le Wi-Fi, mais sous le cône de la lumière. Je ne vais pas vous faire un cours sur le LiFi, mais en tout cas, c'était aussi une prouesse technique développée avec un Scientipol, et tout ça à l'échelle d'une PME. On a également fait plus récemment des luminaires qui sont avec des capteurs qui permettent d'éclairer uniquement ce qui va servir comme usage. C'est-à-dire que si un véhicule, ça s'éclaire quand le véhicule arrive. Alors on ne fait pas du allumé-éteint, parce que là, pour le coup, l'effet stromboscope, c'est pas terrible. Mais en tout cas, on grade la lumière par rapport à l'utilisation. Et on a aussi un éclairage différent pour les voies douces. Donc 2 sources différentes. Alors juste, je profite de la tribune parce que je crois que c'est important. Aujourd'hui, on parle beaucoup de transition énergétique. Et c'est vrai que l'éclairage public est toujours cité comme étant un truc hyper énergivore, etc. Donc il se dit beaucoup de bêtises quand même en la matière. D'abord parce que tout à l'heure, je montais la promenade des Anglais à Nice. À l'époque, il y avait 1500 watts sur un mât. Donc il y avait 2 boules de 400 watts BF et une de 700 en tête. Aujourd'hui, un projet comme ça, le même, pour éclairer avec les mêmes fonctions, il va finir à 35 ou 50 watts. Donc ça, évidemment, c'était particulier parce que c'était le collier de perles et que les boules symbolisaient les perles. Mais ce qui veut dire que dans la plupart des cas, quand on fait de la rénovation de l'éclairage public ou des nouveaux projets, là où on était à 250 watts, on va passer à maxi 35 ou 50. Et là où on était à 150, on va passer peut-être à 14 ou à 18. Donc on a beaucoup réduit effectivement la consommation énergétique. Et en même temps, chose qui est très importante aussi, on a un arrêté qui est tombé il y a maintenant près de 2 ans, qui est un arrêté anti-nuisance lumineuse, un arrêté français, mais c'est le même dispositif qui existe ailleurs dans notre pays, ça s'appelle Dark Sky, et qui a pour vocation de ne plus éclairer les petits oiseaux et ne plus éclairer vers le ciel, mais de bien éclairer vers le bas. Donc tout ça pour dire que l'éclairage aujourd'hui, c'est pas du tout ce qu'on imagine. D'abord, quand on prend une métropole comme Montpellier, la consommation, c'est celle pour un foyer fiscal d'une ampoule qui serait sur une lampe de chevet ramenée à l'éclairage public, donc c'est pas énorme. Et surtout, si on faisait cet effort-là, et on parle beaucoup de transition énergétique, mais malheureusement le plan de relance a un peu oublié les collectivités qu'il faudrait aider. Quand on est sur l'éclairage public, ça veut dire que 7 TWh aujourd'hui de consommation, on pourrait les diminuer par 4 ou 5. Donc il y a vraiment un gros gap aujourd'hui en termes d'économie d'énergie. Donc je parlais rapidement de l'aluminium qui est bilan carbone réduit, longévité, ici un projet de bord de mer. Et juste pour conclure, l'éclairage public il a aussi vocation à beaucoup changer l'attractivité des villes. Ça, c'est un projet qu'on a réalisé à Menton, pour ceux qui connaissent, sur les Sablettes. C'était pas un lieu qui était très touristiquement notoire et qui est devenu finalement, par le simple fait d'un aménagement urbain, pas que les lampadaires évidemment, mais un aménagement urbain réussi, y compris les lampadaires, qui est devenu un site très plébiscité, et donc ça contribue beaucoup à l'attractivité des sites et des lieux. La même chose ici sur Nice, la promenade du Paillon.
ou projet plus connu ici en région, Montrouge, qui est la traversée de Montrouge et les allées Jean Jaurès, qui était aussi un peu... certes, il y avait eu des belles entreprises, mais en tout cas, les entreprises avaient fait des efforts. Mais la voirie qui traversait n'était pas tout à fait à la hauteur. C'est là où il y a le siège du Crédit Agricole, entre autres. Ah, Agnès, voilà. J'espère qu'on est encore en ligne parce que j'avais quelques questions des internautes pour vous. J'écoute. J'espère qu'on est toujours en ligne. Alors, dans un secteur très concurrentiel comme le vôtre, quelles sont les clés qui ont permis à Technilum d'être rentable et d'être également concurrentiel? Alors, ce que j'expliquais, je pense qu'on est rentable parce qu'effectivement, on a continué à garder ce credo d'être toujours en accompagnement de projets. Et donc, ça nous permet d'être singulier et de ne pas faire la même chose que les autres. Mais effectivement, on n'est pas sur du lampadaire au kilomètre. Et on n'a pas non plus, on n'est pas dans une simple guerre des prix qui fait ce qui se passe aujourd'hui dans notre métier, à savoir que les fabricants qui étaient en France historiquement et qui avaient leurs usines en France sont tous partis à l'étranger et partent encore ces dernières semaines produire ailleurs. Nous, on est sur un credo qui est très différent et on valorise vraiment un produit et un projet plus que le simple fait d'éclairer. D'accord. J'ai une autre question. Vous avez dit que vous avez repris l'entreprise alors qu'elle ne se portait pas très bien. Quelles ont été les clés pour apercevoir le potentiel de Technilum quand vous avez repris l'entreprise? Les indicateurs? Alors, c'est compliqué d'abord parce que ça remonte à quelques années. Et je crois d'abord, on ne gérait pas de la même façon. Tout à l'heure, j'ai rencontré une jeune fille qui se trouve dans un cas un peu similaire au mien. Je crois que quand on reprend une entreprise, on est plus guidé par le fait... moi, c'était un peu mon leitmotiv au départ de ne pas perdre les salariés, enfin que les salariés qui étaient présents dans l'entreprise ne perdent pas leur emploi. Donc, c'est d'abord pour eux. Et parce que je me voyais mal aller leur dire du jour au lendemain que c'était la fin. Donc ça a été... Et puis après, je crois qu'on est porté un peu par le quotidien. Moi, je disais, j'ai voulu faire autre chose de l'entreprise et la rendre un peu plus sur des créneaux plus haut de gamme et plus design et plus, on va dire, plus... ce qui me correspondait aussi, travailler davantage avec des architectes et faire un métier qui me plaisait davantage, qui était uniquement le simple fait d'usiner du métal. Et je crois qu'on va vers ceux qui nous intéressent. Le fait d'avoir ouvert, par exemple, un centre d'art, c'est comme construire un bâtiment dans un ancien chef viticole. C'est pas du tout des choix rationnels de chef d'entreprise, et en même temps, c'est des choix qui ont guidé l'avenir de Technilum. Alors, Déborah, elle aimerait savoir, par rapport à votre profil et votre parcours, qu'est-ce qui vous a permis de réussir, Agnès? Alors, moi, j'ai souvent l'intuition. Après, on vient de faire un déjeuner, là, avec la French Fab, n'est-ce pas? Et il y avait des noms de tables. Et moi, on m'a dit que j'étais à la table déterminée. Et j'ai dit, c'est assez drôle parce que ça fait des années que... Moi, j'ai une citation, je dis toujours, il ne s'agit pas d'être optimiste ou pessimiste, il faut être déterminé. Et c'est pas moi qui ai dit ça, c'est Jean Monnet qui l'a dit, donc c'est pas de moi, mais je pense que c'est essentiel, la détermination. C'est-à-dire que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Cette nouvelle crise du Covid est une nouvelle étape à franchir. Et c'est pas la plus simple, évidemment, puisque nous, c'est un gros recul de chiffre d'affaires. Mais en revanche, je pense que le gros intérêt, c'est de toujours aller de l'avant et de ne pas trop baisser les bras. Alors, il y a des jours où c'est plus facile que d'autres, évidemment. Le jour où on remporte un gros marché, on le fête. Et le jour où on est en diminution de chiffres, on fait le dos rond et on attend que ça passe et on cherche des solutions pour avancer. Merci. Merci à vous.